Bonjour à tous. Il y a tout juste un an, nous étions à la veille du premier confinement dû à la crise sanitaire. Et depuis un an, au-delà des conséquences dramatiques que le Covid-19 a pu causer par son nombre de décès, nous en subissons aujourd'hui les conséquences économiques et psychologiques au sein de nos entreprises. Nous avons dû très tôt adapter nos comportements, nos relations sociales, nos interactions de manière durable, par exemple par la distanciation sociale, le télétravail. Je suis Georges Vaccaro, directeur associé du cabinet Diabilis, cabinet conseil en RH et également animateur de la commission sociale et formation du MEDEF. Nous vous proposons de traiter ce matin, sous le mode webinaire, le télétravail qui est entré de manière durable au sein de nos entreprises et dans notre mode de fonctionnement. Nous allons l'aborder de manière pratique et concrète et nous allons vous expliquer les bonnes pratiques d'une transformation en marche dans nos entreprises. Je vous propose de dérouler ce suivant. Il y aura d'abord toute la partie réglementaire qui sera développée par Judith Lévy du cabinet Barthélémy. Ensuite, Isabelle Rio de RH Partner nous présentera le panorama, les enjeux et les bonnes pratiques du télétravail. Sandrine Millier-Mussal de RH Partner également nous expliquera les bonnes pratiques du management à distance. Ensuite, Virginie Martin du cabinet Interactif nous présentera nos comportements et les compétences relationnelles qui sont importantes dans les interactions à distance. Et vous verrez l'importance de nos comportements. Et vous découvrez enfin quelque chose que nous ne connaissions pas personnellement, qui est fort intéressant et qui sera développé par Pierre Solomiac, directeur régional d'Action Sociale Logement, le Corpo Working. Sans plus tarder, et pour les questions pratiques, je vous rappelle que vous avez droit au chat, donc n'hésitez pas à chatter à votre droite et nous poser les questions auxquelles nous répondrons au fur et à mesure du déroulé du webinaire ou à la fin de notre webinaire. Sans plus tarder, je passe la parole à Judith Lévy. Judith, à toi. Merci Georges. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui. Bon. Donc Judith Lévy, avocate spécialisée en droit du travail. Je vais vous parler du télétravail sous l'angle réglementaire. Et pour cela, je diffuse, si j'y arrive, mais je vais y arriver sans nul doute, un PowerPoint. Alors, est-ce que c'est bon? Est-ce que le PowerPoint s'affiche? Non. Non? Hop. Et là? Non plus. Oh, ça marchait il y a quelques minutes. Alors. C'est bon. Super. Bon. Et voilà, je suis normalement en plein écran. C'est ça. Alors, le titre de ce webinaire choisi par la commission sociale, télétravail, les bonnes pratiques d'une transformation en marche dans nos entreprises. Et pour ma part, je vais donc vous parler de l'encadrement réglementaire. Alors, j'ai choisi de démarrer ma contribution par une référence à l'Organisation internationale du travail. Pourquoi? Bien parce que cette question du télétravail touche tous les pays du monde, comme la crise sanitaire a placé l'ensemble des citoyens en situation de télétravail pour l'essentiel. Et puis, surtout, l'OIT affirme quelque chose qui me semble très bien résumer la situation, à savoir que nous expérimentons actuellement le paradigme du travail le plus inattendu de cette génération. Ce que dit l'Organisation internationale du travail, c'est que nous sommes au stade de l'expérimentation et des constats. Il faut comprendre que de ces constats va émerger un régime juridique du télétravail. Le télétravail est, à l'heure où nous nous parlons, un régime juridique en construction. Ma contribution de quelques minutes ce matin va donc prendre la forme d'une réflexion, d'interrogation que nous nous posons. Alors, je sais que le juriste se veut en général rassurant. C'est celui qui apporte la réponse sécurisée ou sécurisante. Pas toujours celle qui est attendue d'ailleurs, mais en tout cas, c'est celui qui pose le cadre. Mais là, ce serait mentir. Nous avons naturellement un certain nombre de réponses et d'outils
qui permettent de sécuriser les pratiques, mais le chemin réglementaire est encore long et un certain nombre d'interrogations ne sont pas résolues. Alors, vous me direz à juste titre que la question n'est tout de même pas nouvelle et il existe effectivement un dispositif juridique en droit français, mais ce dispositif n'avait à traiter jusqu'alors que de situations très minoritaires. La crise sanitaire a contraint à un recours massif au télétravail. Et il se pourrait que ce recours intensif au télétravail ne prenne pas fin avec la pandémie. Ce recours intensif au télétravail pourrait faire partie intégrante de la nouvelle normalité dans les années à venir. Le télétravail, comme mode d'organisation pérenne, pose de nombreuses questions qui ne relèvent pas d'ailleurs que du droit du travail, mais également du droit de la sécurité sociale, pourquoi pas du droit pénal. Et puis au-delà, le télétravail comme mode d'organisation pérenne pose des questions qui dépassent le juridique, comme l'a souligné Georges en introduction, raison pour laquelle il y a une pluralité d'intervenants ce matin. Les enjeux ont été mis en exergue par les partenaires sociaux en fin d'année dernière, puisque vous savez qu'un accord national interprofessionnel a été signé le 26 novembre 2020 entre le MEDEF et un certain nombre d'organisations syndicales représentatives des salariés qui ont mis en exergue des enjeux pléthoriques, enjeux sociaux et économiques, enjeux environnementaux, enjeux organisationnels, enjeux managériaux. Fort de cet état des lieux rapide, j'ai choisi d'aborder le sujet juridique sous deux angles. Premièrement, nous allons voir les obstacles juridiques au télétravail comme mode d'organisation pérenne. Qu'est-ce qu'il y a dans le Code du travail qui a vocation à évoluer pour aller, pourquoi pas, vers l'existence d'un véritable droit du télétravail à côté du Code du travail. Il existera peut-être un Code du télétravail. C'est l'avis d'un certain nombre d'auteurs les plus autorisés. Alors, sur le premier point, les obstacles juridiques, qui consiste à dire que notre droit du travail n'est pas forcément adapté à la situation de télétravail. Alors, ce n'est pas un discours stressant ou angoissant ou anxiogène que je veux avoir. Au contraire, je crois que mettre en évidence les obstacles, eh bien, c'est parvenir à les traiter et à les surmonter. Il faut comprendre que le télétravail, c'est un nouveau challenge juridique. J'ai donc noté un certain nombre de points qui apparaissent à l'écran. La protection du domicile, tout d'abord. Évidemment, le domicile, c'est au cœur du sujet du télétravail, même si vous savez que l'on peut télétravailler ailleurs qu'à son domicile. La protection du domicile, c'est une liberté fondamentale. C'est une liberté fondamentale et le droit positif, la Cour de cassation. Oui. Petite remarque, on ne voit pas le déroulé des PowerPoint. Donc, tu es juste sur le titre, si je reprends les questions qui sont posées dans le chat. Ah bon? Est-ce que Camille, tu peux nous aider sur le déroulé des slides, s'il te plaît? Moi, oui. Normalement, il y a 7 points qui s'affichent à l'écran. Ce n'est pas le cas? Non, on a le titre. Ce n'est pas en mode diaporama. Mets-le en mode diaporama en bas, à droite, hein, sur ton diaporama. Normalement, ça l'est. Arrêtez le diaporama. Normalement, ça l'est. Ah bon? Là, c'est bon. Ça déroule. C'est en plein écran, là? Là, j'ai un juridique en construction et là, j'ai les 9 points. Ouais. 2, 4, voilà. 7 points. Voilà. Là, je suis sur ces points-là. Donc, le premier point dont je parlais, c'est la protection du domicile. Domicile, liberté fondamentale. Le droit positif, aujourd'hui, nous dit, c'est la position de la Cour de cassation, que l'occupation à la demande de l'employeur du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci. Et ce point-là pose une question fondamentale qui a été longuement débattue pendant les négociations de la fin d'année dernière, à savoir celle de l'accord du salarié. L'accord du salarié et le consentement en fait, des deux parties est une question centrale pour une mise en place réussie du télétravail. Deuxième point de blocage, les obligations réglementaires donc, qui sont inscrites aujourd'hui dans le Code du travail, attachées au lieu de travail. En l'état actuel du Code du travail, si on en fait lecture, c'est à l'employeur d'assumer l'existence, la salubrité, la conformité
la sécurité du lieu de travail. La question juridique, la question réglementaire qui se pose est de savoir comment transposer ces obligations au domicile ou à un lieu de travail que l'employeur finalement ne maîtrise plus tout à fait. À une époque où la santé est la pierre angulaire de la relation de travail, je parle de santé physique, de sécurité physique, mais aussi de santé mentale. Les risques psychosociaux, évidemment, s'invitent au domicile du salarié. Eh bien, on a tout à faire. Autre point majeur, inscrit dans le Code du travail, ancré dans la jurisprudence sociale, le lien de subordination juridique. Le lien de subordination juridique, c'est ce qui distingue le contrat de travail de n'importe quel autre contrat qui se caractérise par la réalisation d'une prestation de travail moyennant rémunération. Le lien de subordination juridique, c'est l'expression du contrat de travail. Il se caractérise par le pouvoir normatif, l'employeur a le droit d'édicter des normes, par le pouvoir de contrôle, l'employeur a le droit de contrôler l'exécution de la prestation de travail de son collaborateur, et par le pouvoir disciplinaire. En l'état actuel de la rédaction du Code du travail, on ne répond pas à la question de savoir comment transposer ce lien de subordination, ces règles, aux télétravailleurs. Et c'est pourtant une question sur laquelle il va falloir se pencher si le télétravail a vocation à devenir un mode d'organisation pérenne. Les modes de gestion seront incontestablement, et il faut le souhaiter, dorénavant, davantage axés sur la confiance et sur les résultats. Autre pierre angulaire du Code du travail, la durée du travail. La durée du travail, c'est un élément substantiel du contrat de travail. La durée du travail doit faire l'objet d'un contrôle par l'employeur. C'est le nœud du contentieux sur les heures supplémentaires. Le salarié embauché selon la durée du travail réglementaire, 35 heures semaine, a vocation à réclamer le paiement d'heures supplémentaires s'il réalise plus de 35 heures de travail hebdomadaire. Alors, jusque-là, le forfait annuel en jours apparaissait le mécanisme le plus adapté à la situation de télétravail puisqu'il se caractérise par l'autonomie. Le contrôle de la gestion des horaires, le contrôle de la gestion des heures supplémentaires, évidemment, sont rendus plus difficiles. Mais si le télétravail se généralise et devient un mode d'organisation pérenne, s'il s'intensifie, il ne concernera plus que des salariés au forfait jour, en tout cas dans son acception actuelle. Le contrôle du salarié, autre point. Ça, c'est un point important, Judith. C'est ce que tu dis, c'est effectivement, après la durée et le lieu de travail, c'est qu'est-ce que nous autorise la loi sur le contrôle de l'activité du salarié, et c'est consubstantiel à la confiance. Donc, voilà, tu peux développer ce point-là. Voilà. Absolument. Le contrôle du salarié, alors ça fait couler beaucoup d'encre, hein, comme la notion de télétravail ces derniers temps. Le contrôle du salarié nous dit, alors là, c'est plutôt la CNIL qui nous répond, hein, puisque le Code du travail contient très peu de dispositions sur le télétravail, on va le voir dans un deuxième temps, mais la CNIL met en garde. La CNIL nous dit, la Commission nationale informatique et liberté, nous dit, bon, le télétravail, ce n'est qu'un mode d'organisation du travail. Donc l'employeur conserve son pouvoir d'encadrer, de contrôler l'exécution des tâches confiées aux télétravailleurs. Par contre, les obligations autour du dispositif de contrôle, alors on les connaît, celles-ci, elles sont classiques, et elles doivent être transposées au télétravail. C'est-à-dire que, premièrement, les salariés doivent être informés des modalités de contrôle mises en œuvre. Ensuite, l'employeur a l'interdiction d'avoir recours à ce que l'on appelle des stratagèmes. Ça peut être rendu facile grâce aux nouvelles technologies. Le CSE doit être consulté sur les modalités de contrôle de l'activité des salariés. Ça, c'est classique. Mais vous savez que le dialogue social et l'intervention du CSE dans la gestion de la crise sanitaire a été un fil conducteur dès le début de la crise sanitaire, donc dès le 12 mars 2020. Il va falloir aussi se poser la question du respect du RGPD. Alors, c'est juste après, c'est le point juste après, mais il va falloir intégrer cette notion du télétravail dans le registre de traitement des données personnelles. Alors, nombre d'entreprises ne se sont pas mises à jour sur le RGPD parce que c'est une question particulièrement ardue. Eh bien, il va falloir aujourd'hui
aller au-delà de ce que nous disait la CNIL en 2018 et intégrer cette question à l'aube du télétravail généralisé. La CNIL donne un certain nombre de préconisations et notamment, elle explique que sont prohibés un certain nombre de dispositifs. Dispositifs vidéo ou audio pour s'assurer de la présence du salarié à son poste de travail. Visioconférence durant la totalité de son temps de travail. Utilisation du partage d'écran permanent. Logiciel permettant d'enregistrer les frappes du clavier. Alors, ça va très loin, mais la CNIL rappelle que ce genre de contrôle serait considéré comme étant disproportionné. Le RGPD, je passe puisque je viens de l'évoquer. Autre point majeur dans le Code du travail, les relations collectives du travail. Comment est-ce que je vais permettre aux salariés d'avoir des relations avec leurs représentants du personnel, élus du personnel, salariés désignés, délégués syndicaux, organisations syndicales implantées dans l'entreprise. Et il y a une question un peu sensible, celle du contrôle des locaux de travail par les élus du personnel. Vous savez que les élus du personnel ont des prérogatives en matière de santé, sécurité très importantes. Est-ce que les élus du personnel, une commission santé, sécurité, conditions de travail, pourraient prétendre aller vérifier les locaux de travail du télétravailleur, à savoir son domicile? On peut penser que la réponse sera positive sous réserve de l'acceptation expresse du salarié. L'employeur pourra-t-il s'y opposer si le salarié veut faire intervenir ses représentants du personnel? Il semblerait que non. Voilà la liste des questions que j'ai souhaité mettre en exergue. Il me semble que ce sont les principales. Il y en a évidemment d'autres, mais vous voyez qu'un certain nombre de points restent à étudier. Alors, il existe quand même un cadre juridique. Je parle de régime juridique en construction. Ce régime juridique en construction s'appuie sur de l'existant. Et là, j'ai listé 3 points. Le régime juridique avant la Covid-19, le régime juridique pendant la Covid-19 et le régime juridique après la Covid-19, sachant que le point 1 et le point 3 se recoupent puisque le régime juridique après la Covid-19 prend naturellement appui et prendra appui sur le dispositif préexistant à la crise sanitaire. C'est la méthode qui a été choisie par les partenaires sociaux à l'origine de l'accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020. Ils se sont appuyés sur le cadre juridique existant pour essayer de construire un guide à l'attention des entreprises, des employeurs et des salariés. Alors, 2 mots sur le régime juridique du télétravail en période de crise sanitaire. Pourquoi? Parce que la question pourra malheureusement se poser de nouveau et que ce sujet a été traité dans le cadre de l'accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020. Qu'est-ce que l'on a dans le Code du travail en matière de télétravail en période de crise sanitaire? On a un article. Alors, il faut savoir qu'en tout et pour tout, nous avons 3 articles dans le Code du travail sur le télétravail, les articles L1222-9 à 11. En cas de crise sanitaire ou toute autre circonstance exceptionnelle, eh bien, il est prévu par le Code du travail que le télétravail, la mise en place du télétravail relève du pouvoir de direction. Ce qui veut dire que dans cette circonstance, dans ces circonstances exceptionnelles, le télétravail s'impose aux salariés. Le salarié ne pourra pas s'y opposer. Dans le cadre des discussions qu'il y a eu entre les partenaires sociaux en fin d'année dernière, les organisations syndicales ont tenu à souligner qu'il était impératif de combiner les 2 impératifs, je me répète, inscrits dans le Code du travail, à savoir que l'aménagement du poste de travail doit être rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise, mais aussi il faut impérativement garantir la protection des salariés. Les partenaires sociaux ont largement développé cette question-là, du régime juridique du télétravail en cas de circonstances exceptionnelles, dans le but d'essayer en fait d'anticiper ces situations-là, puisque maintenant, on sait tirer un certain nombre d'enseignements de ce qui s'est passé sur l'année 2020 et qui continue d'ailleurs à se passer. Concernant le régime juridique toujours du télétravail en période de circonstances exceptionnelles, donc de crise sanitaire,
Il n'y a pas de formalisme imposé sur la mise en place du télétravail, sauf si les employeurs, les entreprises, les partenaires sociaux en interne ont prévu l'élaboration d'un accord ou d'une charte. À ce moment-là, évidemment, il faudra vérifier ce qui est prévu dans la réglementation interne à l'entreprise. Dans tous les cas, demeure l'obligation de consulter le CSE qui doit prendre une partie importante dans le cadre de la gestion du télétravail et de la protection de la santé des salariés. La question du télétravail en période de crise sanitaire s'est posée largement dans le cadre du respect du protocole national pour les employeurs, étant précisé que dans les circonstances exceptionnelles actuelles, le télétravail doit être la règle pour l'ensemble des activités qui le permettent. Dans ce cadre, le temps de travail effectué en télétravail, vous le savez, ce sont les préconisations ministérielles, doit être porté à 100% pour les salariés qui peuvent effectuer l'ensemble de leurs tâches à distance. Pour les salariés en télétravail à 100%, alors il y a un petit bémol qui a été mis en place. Pourquoi? Eh bien, fort malheureusement du constat que la rupture du lien social a pu provoquer des situations de détresse chez certains salariés, les pouvoirs publics ont admis la possibilité de faire revenir en présentiel un jour par semaine maximum les collaborateurs en question, les collaborateurs fragilisés, lorsqu'ils en expriment le besoin. Pour ce retour en présentiel, oui. Judith, juste un petit point d'accélération pour qu'on laisse le temps après aux questions-réponses. Voilà. OK, donc j'en finis avec le régime juridique du télétravail en période de crise sanitaire. Donc, concernant cette possibilité de revenir dans l'entreprise pour les salariés, il faudra évidemment l'accord de l'employeur. S'agissant de la portée du protocole sanitaire, le Conseil d'État s'est prononcé pour nous dire que c'était un ensemble de recommandations et qu'il n'avait pas de force contraignante, ce protocole sanitaire. Je ne peux que conseiller les entreprises de le respecter, puisque dans l'hypothèse où des contentieux viendraient à naître, évidemment que la question de la protection et de la santé et de la prévention serait étudiée à l'aune de ce protocole sanitaire. Alors, en quelques minutes, le télétravail après la Covid-19, puisque l'on parle d'un mode d'organisation pérenne, vous avez plusieurs textes. L'accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005, donc ce n'est pas très ancien tout de même, puis la loi Warsmann du 22 mars 2012, qui a inscrit dans le Code du travail un certain nombre de principes issus de cet accord national interprofessionnel. Il y a eu des modifications qui sont intervenues avec l'ordonnance du 22 septembre 2017, l'une des ordonnances Macron, et puis ce nouvel accord national interprofessionnel qui a été signé le 26 novembre 2020 et qui enrichit les bases du télétravail classique pour distinguer le télétravail classique du télétravail dans des circonstances exceptionnelles. Vous avez dans ces slides, qui vous seront probablement envoyés par la commission sociale, les dispositions du Code du travail. Il faut repartir sur ce qui est écrit dans le Code du travail pour comprendre ce que nous propose la loi. La loi définit tout d'abord le télétravail et les télétravailleurs. Elle prévoit deux hypothèses de mise en situation de télétravail, soit directement lors de l'embauche, soit ultérieurement, et ceci pose la question de l'accord du salarié. Il semble indispensable qu'il y ait un échange de consentement pour une mise en œuvre convenable du télétravail. Et ensuite, il résulte des dispositions du Code du travail, que je ne vais pas vous lire évidemment in extenso, que les modalités du recours au télétravail sont relativement libres. Soit vous choisissez de le faire par le biais du dialogue social et un accord collectif sera signé par l'entreprise. Ceci est évidemment encouragé par les partenaires sociaux dans le cadre de l'accord national interprofessionnel. Mais ça peut se faire aussi de manière unilatérale par l'employeur dans le cadre d'une charte. Et avec les ordonnances Macron, il a même été prévu que ça pouvait se faire de manière très libre dans le cadre d'une formalisation de l'accord des parties par tout moyen. Que nous dit encore le Code du travail? Le Code du travail est rédigé sous forme de préconisation très générale. Il faut que je conclue. Oui, Judith, je ne veux pas trop qu'on rentre dans les détails. On enverra toutes les présentations à tout le monde. C'est plutôt le cadre général, effectivement, les modalités, les différents articles, on les enverra. En conclusion, si vous faites la lecture de ces quelques slides sur le Code du travail, eh bien, vous verrez que le Code du travail est rédigé
en préconisation très générale et que la main est donnée, le relais est donné aux employeurs et aux salariés, aux partenaires sociaux en interne pour prévoir le cadre du télétravail propre à l'entreprise qui permettra le déploiement pérenne du télétravail comme ceci est aujourd'hui voulu par un certain nombre d'acteurs sur le terrain. Donc j'en arrête là pour laisser la parole aux différents intervenants. Judith, Judith, il y avait une Oui. question, c'était d'un des participants, c'est pourquoi les entreprises ont encore recours à l'avenant au contrat de travail? Pourquoi les entreprises ont encore recours à l'avenant au contrat de travail Oui. plutôt qu'à une mise en place par le biais d'un accord collectif? Est-ce que la question peut être peut-être complétée? Oui. Alors, je n'ai pas le chat. Tu peux me lire la question, Georges? Oui, pourquoi les entreprises ont encore recours à l'avenant au contrat de travail? Pourquoi les entreprises ont encore recours à l'avenant au contrat de travail? Oui. Enfin, on conseille, on suggère quand même aux employeurs de solliciter l'accord du salarié. Alors là, on parle hors crise sanitaire pour s'assurer du consensus, du consentement. Alors, pourquoi un avenant au contrat de travail plutôt qu'au lieu d'une charte? Oui. Oui. Ça fait partie des points sur lesquels il faut se pencher pour faire évoluer, pourquoi pas, les pratiques. Mais il est certain que aujourd'hui, quand on lit les dispositions du Code du travail et de la jurisprudence, la mise en place du télétravail, c'est une modification du contrat. Juridiquement, c'est une modification du contrat. Si jusque-là, je travaillais dans les locaux de l'entreprise et que je m'entends avec mon employeur pour télétravailler, eh bien, c'est une modification du contrat. Et pour des raisons de preuve, je vais devoir recueillir le consentement écrit du salarié. C'est pour des raisons de protection de l'une et l'autre des parties. Merci Judith. Merci Judith de cet éclairage sur l'aspect réglementaire et on voit bien les conséquences au niveau du travail, entre la durée du travail, le contrôle de l'activité du salarié. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aborder le panorama, les enjeux et les bonnes pratiques du télétravail par Isabelle. Isabelle, peux-tu prendre la parole, s'il te plaît? Merci Georges. Alors, je vais tenter d'aller à l'essentiel parce que je suis bavarde et on a beaucoup à partager tous sur le télétravail. Ce que j'ai à dire, c'est effectivement que la Covid-19 et sous l'impulsion du gouvernement, cette pratique a été véritablement impulsée puisque en 2019, les salariés français étaient seulement 7% à télétravailler, alors qu'en décembre 2020, ils étaient 31%. Donc, c'est une véritable révolution dans le monde du travail. Et la certitude qu'on a, c'est qu'on ne va pas faire machine arrière avec du 100% présentiel, même après la crise sanitaire. Ça serait en fait contre-productif aujourd'hui d'aller à contre-courant de cette pratique parce que d'une part, c'est une attente des salariés et d'autre part, c'est un véritable vecteur d'économie et de bénéfice pour l'entreprise. Je vais également vous mettre une présentation qui permettra de détailler ce que je dis. Alors, je propose de dresser succinctement les bénéfices et les enjeux du télétravail pour passer un peu plus de temps sur les bonnes pratiques qu'on a à vous partager. Et puis, je vais me présenter quand même aussi, donc Isabelle Rio. Je suis consultante en ressources humaines et également experte en prévention des pratiques et qualité de vie au travail chez RH Partners. Alors, ce qu'on peut dire aujourd'hui du télétravail, c'est que ce n'est pas juste une lubie des jeunes générations. 86% des salariés souhaitent poursuivre le télétravail aujourd'hui. Ce qu'ils en retiennent principalement, c'est de l'autonomie et également un sentiment de responsabilisation. Et donc, j'attire votre attention sur ce point-là parce que l'autonomie, on sait que c'est un vecteur d'engagement. Et aujourd'hui, plus que jamais, c'est important d'arriver à maintenir engagés les collaborateurs. Le deuxième point, c'est qu'ils constatent ça permet de faire des économies financières. Également, ça permet un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. En tant que jeune maman, je sais effectivement de quoi je parle. Et ça permet aussi de gagner en énergie, donc d'être moins fatigué, une meilleure concentration, donc une meilleure efficacité individuelle. Ce qu'on sait également aujourd'hui, c'est que les télétravailleurs ne souhaitent pas poursuivre, pour la globalité en tout cas, le 100% télétravail. Ils souhaitent plutôt un mode hybride entre le télétravail et le présentiel, et la moyenne serait plutôt de 2 jours par semaine. Alors forcément, en fonction de votre public, plus votre public est jeune, plus votre public a besoin de concentration, d'autonomie,
plus ils souhaiteront avoir 2 journées de télétravail. Les bénéfices pour l'entreprise sont multiples. Déjà, ça permet une réduction considérable des coûts de l'immobilier. Et là, donc l'Institut d'épargne immobilière a chiffré cette donnée en disant qu'avec 2,2 jours de télétravail par semaine, ça permet de réduire de moins 36% les espaces des locaux. Donc, en développant le flex office, en utilisant des tiers-lieux comme le coworking, ou par le 100% télétravail pour certaines structures où c'est adapté, ça permet de faire des réductions considérables. Ça permet aussi une productivité individuelle en tout cas. Effectivement, si le salarié est plus satisfait au travail, s'il se sent plus responsabilisé, autonome et peut mieux se concentrer, il est plus productif. Et pour corroborer ce que je dis, effectivement, je m'appuie sur une étude qui a été menée par un professeur d'économie à Stanford en 2015 auprès d'un centre d'appel chinois, Ctrip, où l'entreprise avait placé 50% de ses salariés en télétravail pour faire un test pendant 9 mois. Et au-delà d'avoir fait des réductions de coûts sur l'immobilier, ils se sont surtout aperçus que ça a permis un gain de productivité de 13,5% et 2 fois moins de démissions. Ce qui m'amène au 3e point. C'est un véritable levier de fidélisation de vos collaborateurs. Notamment, aujourd'hui, les RH peuvent actionner la carte de la mutation géographique pour garder des talents. Autre point, c'est un levier aussi d'attractivité des talents. En tout cas, une entreprise qui ne propose pas aujourd'hui de télétravail, potentiellement se tire une balle dans le pied. Et c'est une étude de l'APEC qui a été faite en fin d'année qui montre que 69% des cadres et 76% des jeunes des moins de 30 ans ont dans leurs critères de recherche d'emploi le télétravail. C'est un critère important. Et enfin, 5e bénéfice pour l'entreprise, c'est la réduction de l'absentéisme. En 2019, BVA Group a chiffré cette réduction de l'absentéisme en disant qu'effectivement, le télétravail occasionnel permet de faire baisser à 1,2% l'absentéisme moyen, contre en moyenne 4% en général. Évidemment, tout n'est pas rose et il y a des enjeux que Judith a présentés tout à l'heure, a commencé à présenter. Donc, je rentre un peu plus en détail, mais j'y passe pas non plus trop longtemps parce que je veux vraiment vous partager les bonnes pratiques. Il y a des enjeux pour les salariés et pour l'entreprise. Pour les salariés, ce que nous apprennent les études, c'est que leur première difficulté, c'est les problématiques de communication et d'échange entre collègues. La deuxième difficulté, en tout cas, ensuite, il y a un enjeu de santé. L'enjeu de santé, il se trouve à 2 niveaux. Au niveau des troubles musculo-squelettiques, parce qu'effectivement, le confort du bureau, il n'est pas forcément retrouvé lorsqu'on est en télétravail. Et c'est de la responsabilité, comme l'a rappelé justement tout à l'heure Judith, c'est la responsabilité de l'employeur de s'assurer que chez lui, le télétravailleur est dans de bonnes conditions. Et la deuxième cause, effectivement, de troubles pour la santé, c'est les troubles psychosociaux. Et j'attire votre attention sur 3 troubles principaux qui ont émergé avec la crise et encore plus avec le télétravail. C'est le cyberharcèlement. 29% aujourd'hui des télétravailleurs sont victimes ou sont témoins d'une situation de harcèlement à distance. Également, un sentiment d'isolement et de solitude qui touche 36% des télétravailleurs. Et aussi un phénomène d'hyperconnexion. Pour l'entreprise, il y a également des enjeux parce que s'il y a des problèmes de communication entre les collaborateurs, ça se répercute forcément sur l'efficacité collective. Donc, les projets n'aboutissent pas forcément. Donc, il y a une perte de productivité collective. Il peut y avoir également une fracture entre les salariés qui télétravaillent et ceux qui ne peuvent pas télétravailler. Et également, ça peut entacher la cohésion sociale parce que les personnes ne se voient moins. Également, l'enjeu pour l'entreprise, c'est aussi de conserver un bon sentiment d'appartenance, notamment pour les nouveaux arrivants. C'est important qu'ils puissent avoir du présentiel. Il y a des enjeux au niveau du cadre juridique, comme Judith a pu les présenter juste avant. Et enfin, il est important d'accompagner les managers parce que 40% des managers aujourd'hui ressentent des difficultés avec la mise en pratique du télétravail, et notamment dans la détection des collaborateurs en difficulté, dans le fait de gérer les fragilités, et le fait de devoir maintenir le lien à distance. Une fois qu'on a fait ce rapide panorama, quelles sont les bonnes pratiques pour optimiser le télétravail et en faire un bénéfice pour l'entreprise et du bien-être pour les salariés? Pour cela,
voilà, j'ai formalisé ça sous une sorte de pentagone du télétravail, donc 5 dimensions qui doivent axer vos réflexions dans les bonnes pratiques. Le collectif de travail, le lieu de travail, l'articulation des temps de vie, les outils de communication digitaux et le management. J'axerai surtout les bonnes pratiques sur le collectif de travail et les outils de communication parce que c'est ça la première difficulté des collaborateurs. Donc, au niveau du collectif de travail, il y a 3 choses sur lesquelles être attentif. C'est déjà comment on optimise les réunions. Également, deuxième point, c'est comment on optimise l'organisation du travail. Et puis, troisième point, comment on remet de la convivialité malgré la distance. Donc, le premier point, les réunions. Comment on optimise les réunions? Effectivement, le télétravail ne doit pas être synonyme de réunionnite aiguë. Au contraire, c'est l'occasion de se poser sur quelles réunions sont efficaces et de faire des réunions plus courtes et plus efficaces. Pour ça, une bonne pratique qui a fait ses preuves, en tout cas chez RH Partners, c'est ce que j'aime appeler les RID. Peut-être parce que j'en ai pas beaucoup aussi pour le moment. Les RID, pourquoi? Donc, à la fin de la semaine, les collaborateurs envoient tous à leur manager leur RID, c'est-à-dire R pour réussite, I pour idée et D pour difficulté. Difficulté étant formulée sous forme de question. Ça permet de se poser à la fin de la semaine sur ces 3 axes. Une fois qu'on a fait ce travail-là, en début de semaine, une réunion d'équipe permet à tout le monde d'aborder leurs différents RID pour pouvoir approfondir des sujets en collectif. Donc, ça permet d'être beaucoup plus opérant, en fait, finalement, sur les sujets qu'on aborde, de faire aussi émerger les côtés positifs, les feedbacks positifs sur les réussites individuelles et collectives. Puis, ça permet d'éviter d'avoir une réunion où, finalement, on a oublié ce qu'on devait se dire et à la fin de la semaine, voilà, on se dit, mince, j'ai pas profité de cette réunion pour dire ce que j'avais à dire. Par rapport aux réunions, ce que j'ai aussi à vous dire, c'est que c'est important de ne pas faire de mix entre des personnes en présentiel et des personnes à distance. Ça ne fonctionne pas. Également, par rapport aux micros et aux écrans, notre conseil, c'est de les laisser allumés. Pourquoi? Effectivement, il peut y avoir des nuisances sonores, il peut y avoir des nuisances par rapport au débit Internet. Néanmoins, le plus possible, de laisser allumés parce que les micro-expressions qu'on a permet de garder un lien. Et puis la spontanéité qu'il y a lorsqu'il y a le micro, c'est important également pour faciliter la communication. Enfin, il y a des réunions qui doivent être faites en présentiel, ou en tout cas, qu'il est préférable de faire en présentiel. Lorsqu'on aborde des sujets de fond, lorsqu'on doit travailler de manière pluridisciplinaire sur des sujets, le présentiel est quand même favorable à l'avancement des projets. Et c'est possible aujourd'hui, soit de louer une salle, par exemple, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on loue une salle dans un hôtel, en plus, ça fait marcher l'hôtellerie, ou un coworking, ou sinon, ça peut être avec des plexiglas, enfin, en mettant un certain nombre de choses en place pour pouvoir être en présentiel. Et si le présentiel n'est pas possible, surtout en ce moment, il y a un certain nombre de logiciels aujourd'hui qui permettent d'avoir des réunions efficaces et d'avoir de la gestion de projet. La gestion de projet avec, par exemple, le logiciel Trello, également des logiciels pour pouvoir partager des données. Et il y a aussi des applications pour faire du brainstorming, comme Klaxoon. Voilà, au niveau de l'organisation du travail, surtout si vous êtes en flex office, c'est important de pouvoir optimiser les salles de réunion. Et donc là, outil tout simple, c'est Outlook. Outlook vous permet non seulement de partager vos calendriers, mais aussi de réserver des salles. Donc, ça permet une optimisation. Enfin, pour garder de la convivialité au sein du collectif de travail, si le présentiel n'est pas possible, à distance, on a des outils également, notamment WhatsApp et les chats. Ça permet quand même des échanges un peu plus informels. Et puis, ça peut être aussi d'instaurer des pauses récréatives. Il y a un grand groupe qui l'a fait dans un service juridique où les managers, toutes les semaines, pendant 30 minutes, animaient une réunion, une sorte de pause récréative où on parlait de tout sauf du travail. Et ça permet de remettre un peu de bonne ambiance, un peu de légèreté et aussi d'identifier les personnes qui ne sont pas aux réunions parce que ces personnes-là, peut-être qu'elles sont en difficulté. Enfin, donc, après le collectif, je vous parle quand même aussi quelques mots sur les outils numériques et de communication. Au-delà de donner les logiciels, les débits, les modems, les ordinateurs aux personnes, il faut s'assurer que les personnes savent utiliser le matériel et le logiciel. Donc, ça passe par de la formation ou ça passe par du tutorat. Et il faut aussi instaurer des bons usages des outils numériques. Nos conseils, par exemple, c'est que le mail, ça doit être utilisé pour tracer les informations.
En revanche, pour les informations qui sont informelles ou pour régler une problématique rapidement, le chat et WhatsApp, c'est adapté. Et pour les informations, les conversations un peu touchy, notamment discuter des objectifs, de la charge de travail, des moyens, là, c'est important d'être en visio ou en présentiel. Donc voilà, instaurer des bonnes pratiques. Quelques lieux juste sur le lieu de travail. Effectivement, le lieu de travail, c'est aussi à l'employeur de s'assurer que c'est un lieu où on peut télétravailler. Et donc là, il faut déjà sensibiliser sur les bonnes pratiques pour télétravailler, mais il faut aussi s'assurer que le collaborateur est en capacité à télétravailler chez lui. Et derrière le lieu de travail, il y a aussi la question de l'équité, parce que dans un studio, on ne travaille pas pareil que dans une maison à la campagne. Donc, derrière, vous avez deux solutions. C'est soit utiliser les tiers-lieux qui permettent non seulement d'avoir un espace ergonomique, mais aussi, ça permet de tisser des liens sociaux. Et puis, la deuxième option, c'est aussi d'acheter le matériel ergonomique à vos collaborateurs. Quatrième point, c'est l'articulation des temps de vie. Donc là, effectivement, comme disait Judy tout à l'heure, derrière le télétravail, il y a la question des horaires de travail, il y a la question du droit à la déconnexion. Et donc là, c'est important de sensibiliser les personnes, mais surtout, c'est important d'accompagner vos managers pour qu'eux-mêmes soient exemplaires et puis qu'ils puissent être en capacité de réguler la charge de travail et d'identifier les personnes qui sont en difficulté et qui se connectent beaucoup trop tard. Et puis, c'est aussi le lien à faire entre la confiance avec une flexibilité dans les horaires. Et la confiance permet aussi aux personnes de pouvoir s'organiser et éviter des débordements sur leur vie privée. Et donc, je laisse la parole maintenant à Georges et à Sandrine pour aborder l'autre axe qui est celui du management. Merci Isabelle de cet éclairage. Sandrine, c'est à toi, c'est sur les bonnes pratiques du management à distance. Le télétravail implique un changement sur nos modes de fonctionnement et implique aussi, vous avez vu sur les télétravailleurs, et aussi dans la relation de l'entreprise vis-à-vis de ses salariés et du manager vis-à-vis de ses salariés. Sandrine, à toi. Merci beaucoup Georges. Vous m'entendez bien? Oui. Ok. Écoutez, après mes deux éminentes consoeurs, que ce soit Judith ou que ce soit Isabelle, je reprendrai les éléments socles de leur communication, c'est-à-dire nous traversons une période un petit peu particulière parce que le cadre juridique du télétravail, comme l'a dit Judith, est en construction. Et comme l'a rappelé Isabelle, l'ensemble également des risques psychosociaux qui sont émergents dans le cadre du télétravail nous méritent toute notre attention et notamment dans nos pratiques managériales au quotidien. Je vais vous inviter en fait, que vous soyez consultant, chef d'entreprise, manager en activité ou en devenir, je vais vous inviter en fait à construire un petit tableau de bord très simple pour vous questionner sur vos pratiques actuelles du management en télétravail. Et pour vous faciliter ce petit tableau de bord, je vous propose de le construire autour d'une méthode des 6 C. C comme cadre, C comme communication, C comme confiance, cohésion, contrôle et collègues non télétravailleurs. Voilà. Donc, pour en revenir d'abord au cadre, la question, je pars d'un principe que quand on se pose les questions, les bonnes questions, 80% des réponses arrivent et des solutions arrivent. Est-ce que je suis un manager aujourd'hui en télétravail qui est à l'aise pour mettre du cadre, donner du sens, fixer un cap, un objectif à mon équipe? De manière très pragmatique, en télétravail, est-ce que je suis dans un cadre libérateur? Est-ce que j'insuffle un cadre libérateur ou est-ce que j'insuffle un cadre qui étouffe? On va prendre le parti pris de se poser la question si notre cadre est suffisamment libérateur d'autonomie. Effectivement, pour animer des séminaires avec des middle managers, le dernier séminaire en date, les managers m'ont dit, mais finalement, c'était en juillet 2020, et finalement, quand on réfléchit à ce télétravail forcé à travers la Covid, ce qui nous a surpris le plus, le cadeau caché que l'on a découvert, c'est que
on a découvert une belle autonomie chez nos collaborateurs et on s'est rendu compte que nos collaborateurs, non seulement ils veulent faire, mais ils peuvent faire à distance. Donc, c'est le cadeau caché et la bonne surprise. Donc, en tant que manager, moi, je vous invite à réfléchir à comment vous refixez finalement les zones d'atterrissage de chacun, d'échanger avec vos collaborateurs sur leur trajectoire de performance et les laisser finalement atteindre cette zone de performance en les conseillant, en les guidant, tel un manager coach. Par contre, je vous invite à accompagner particulièrement le cadre pour les nouveaux entrants, pour être un nouveau entrant qui arrive dans un périmètre pas maîtrisé et pas connu et forcément peu autonome. La distance et le télétravail peut rajouter un sentiment d'insécurisation. Donc, je vous invite à prioriser l'échange avec ces jeunes arrivants, ou enfin les nouveaux arrivants, pour sécuriser le chemin à prendre. Ça, c'est le premier point des questions à se poser. Deuxième point, la communication. Alors, je ne vais pas revenir sur ce que vient de vous dire Isabelle, évidemment, la prégnance des outils de communication, sachant qu'après, Virginie va focuser un petit peu plus sur la relation, la communication, le non-verbal et le verbal. Moi, je vous parlerai rapidement de vous poser la bonne question sur vous, manager, la bonne utilisation des outils à votre disposition. D'abord, est-ce que je suis à l'aise pour utiliser aujourd'hui du WhatsApp? Est-ce que je suis à l'aise au niveau des logiciels métiers? Est-ce que je suis à l'aise sur les outils de visio et sur l'utilisation de ces outils en visio? Est-ce que je suis à l'aise aujourd'hui pour partager des documents, que ça soit à travers de Dropbox ou autre finalement logiciel de partage de documents? Est-ce que je suis en maîtrise de ça? Si vous ne vous sentez pas à l'aise sur le sujet, soit vous en parlez rapidement à votre coach préféré qui va vous accompagner dans la démarche, soit je vous invite à suivre des tutos que vous allez trouver assez facilement finalement sur Internet. Quoi qu'il en soit, les règles de base, j'en rappellerai 2 en visio. Évitez dans vos rituels d'animation des visios trop longues, peut-être se limiter à maxi 1 heure de temps, de manière à ne pas faire en sorte que votre équipe décroche, mais c'est une approche de bon sens. Et peut-être éviter aussi, comme le disait Isabelle, de faire des visios avec des personnes en présentiel et des personnes à distance, hein, parce que vous allez créer un sentiment certainement d'inéquité. J'y reviendrai tout à l'heure. Ensuite, votre 3e C à checker, c'est comment aujourd'hui je renforce, je m'appuie sur les forces et les leviers de chacun pour renforcer une perception, un sentiment de confiance. Pourquoi la confiance est déterminante? Parce que si chacun agit à distance avec un sentiment de défiance, vous allez, en tant que manager, rapidement, vous-même vous retrouver en difficulté dans votre propre confiance à manager une équipe. Donc, la confiance, elle va d'abord commencer par un élément de bonne pratique. Est-ce qu'aujourd'hui, moi, en tant que manager, j'ai confiance en moi pour gérer mon équipe à distance? Il faut commencer par là. Aujourd'hui, c'est le sujet qu'on travaille le plus en coaching individuel à la demande des managers. C'est-à-dire comment je manage mon propre doute d'être bon et efficace dans mes pratiques à distance. Voilà. Donc, je vous invite à réfléchir à ça. Où en est finalement mon bilan doute-confiance par rapport à ma capacité à exercer mon management à distance? Et pour ce faire, je vous invite à réactiver une bonne pratique qui est le feedback réciproque. Osez en confiance poser des questions à vos salariés, à vos collaborateurs en disant « Mais finalement, la réunion que je viens d'animer lundi, qu'est-ce que tu en as pensé ?» Ouvrez le dialogue, demandez du feedback. Ce sont vos collaborateurs et vos salariés certainement qui vous permettront de vous auto-réguler dans vos pratiques managériales à distance. Deuxième bonne pratique, rapidement, l'écoute active. Un écran fatigue. La multiplicité des écrans fatigue cérébralement et peut un petit peu rogner au fil de la journée notre force mentale. Donc, peut-être réduire les temps d'écoute, mais remettre de la qualité dans l'écoute. Que ça soit votre équipe en visio ou que ça soit avec vos collaborateurs en interpersonnel,
oser, là aussi, prendre le temps véritable de l'écoute. Là, il y a un check à faire à vous, manager, c'est de vous dire, est-ce que je suis capable de lui répéter ce qu'il vient de me dire? Et vous verrez que très souvent, ce n'est pas le cas. Hein. Il y a une espèce de nonchalance de l'écoute qui peut se mettre en place à distance. Donc, peu de temps d'écoute, mais très privilégié. Ensuite, quatrième point, où je vous invite à réfléchir, c'est est-ce qu'aujourd'hui, en tant que manager, je suis bon ou je suis OK pour renforcer le partage et la cohésion dans le cadre du télétravail et à distance? Comment je maintiens la convivialité en présentiel ou en distanciel avec l'ensemble de l'équipe? Comment mes rituels d'animation fonctionnent qualitativement et quantitativement? Et un point qui me paraît déterminant aujourd'hui dans le fonctionnement à télétravail, est-ce que je suis au clair avec mes valeurs d'équipe? On parle très souvent des valeurs en management. Si j'ai une valeur de respect en tant que manager, comment à distance je fais vivre ce respect? Comment je le porte dans ma manière de parler, dans ma manière de communiquer, dans ma manière d'interagir, dans ma manière de me comporter au quotidien? Parce que la valeur, pour peu qu'elle soit bien communiquée, va rester un élément de cohésion et quoi qu'il arrive, un élément fédérateur, même si vous êtes loin de votre équipe. Voilà. Deux derniers points. Le fameux contrôle. Alors, Judith en a parlé et Isabelle l'a abordé également. Moi, j'ai envie de vous dire, posez-vous, checkez-vous cette question. Est-ce que je suis en train de renforcer mon contrôle à distance ou est-ce que je suis en train de le maintenir sainement? Est-ce que je ne suis pas en train de m'enferrer dans une espèce de micro-management où je suis en train petit à petit, non pas de libérer mes équipes, mais de les surveiller? Est-ce que j'ai les bons KPI, les bons indicateurs aujourd'hui qui me permettent de faire à distance du contrôle sain? Si on prend l'image du contrôleur aérien, d'accord, le contrôleur aérien, il n'est pas dans l'avion. OK? Et on ne lui a jamais demandé d'être dans l'avion. En revanche, il utilise des outils qui lui permettent de voir si vous êtes sur la bonne trajectoire. Donc, je ne vais pas revenir dessus sur la nécessité de faire un contrôle sain, mais par contre, je vais rappeler les règles du droit à la déconnexion. Dans cette période anxiogène, Sandrine, tu as raison, il ne faut pas être dans le surcontrôle. Complètement, complètement. Au contraire, c'est d'avoir un contrôle sain avec les bons outils, mais d'éviter justement de renforcer encore plus le contrôle habituel que vous avez en présentiel. La question se pose, posez-vous la question, est-ce que j'ai les bons outils, mais surtout, est-ce que j'ai les bons indicateurs de performance? Voilà, parce qu'un indicateur de performance, s'il est bien posé sur une activité, il le sera en distanciel comme en présentiel. Parce qu'il sera observable, il sera engageable, il sera partageable et il sera lisible. Voilà. Si votre KPI n'est pas bon en présentiel, il le sera d'autant moins en distanciel. Donc, ça oblige en fait le manager à se reposer la question, est-ce que j'utilise les bons outils d'évaluation? Est-ce que je les ai? Est-ce que j'ai les bons? Et auquel cas, si j'ai un doute là-dessus, bien sûr, se rapprocher de vos RH ou de votre direction pour en discuter. Mais ça me semble déterminant. Voilà. Et dernier point, enfin, c'est, bon, même si c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est comme collègue. Donc, dernier point de check. Collègue, pourquoi? Pour penser à la fois aux collègues en télétravail et à la fois aux collègues présents physiquement. Il existe aujourd'hui dans nos équipes, dans les structures, des collègues qui ne peuvent pas partir en télétravail. Donc, il faut également penser aux frustrations que ça peut créer chez ses collaborateurs et en tant que manager, se poser la question comment finalement j'accompagne ces collaborateurs-là à rester dans une bonne dynamique? Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de jalousie? Est-ce que je ne suis pas en train de créer de l'iniquité dans mon équipe? Donc, je n'ai pas de solution toute faite. Par contre, si je me pose la question, j'ai de bonnes chances, et si je fais du feedback avec mes équipes, j'ai de bonnes chances finalement de remettre une perception d'équité entre ceux qui sont en télétravail et ceux qui sont présents physiquement. Voilà.
Je voulais vous rappeler finalement ces fondamentaux du management. Je vous invite à faire votre petit tableau de bord et à vous poser ces questions. Merci Sandrine pour cet éclairage. Nous allons passer maintenant la parole à Virginie. Bonjour à tous. Georges, on m'entend bien? J'ai juste besoin de m'assurer que tout le monde m'entend. Si tu peux me le confirmer, Georges. Oui, on t'entend bien. J'ai un bug, Parfait. Isabelle. Super. Je t'entends. Parfait. Ok, allez, je prends la parole. Merci beaucoup, Georges. Donc, en 2 minutes, Virginie Martin, je suis directrice régionale pour le cabinet de formation interactif. Et mon propos va en fait de revenir sur ce que Isabelle a signalé comme la première difficulté remontée par les salariés qui concernait les difficultés dans les échanges et les relations à distance. D'abord, 2 constats. Le distanciel agit comme un révélateur, c'est-à-dire qu'il met à nu ce qui était déjà fragile ou caché. Par exemple, les équipes qui fonctionnaient bien avant continuent à bien fonctionner, voire mieux. Les équipes dysfonctionnelles, elles, continuent à dysfonctionner, voire empirent. Si je prends l'exemple de 2 personnes qui ne s'entendent pas dans la vie, au travail, ça arrive. Avant, bon gré mal gré, elles devaient faire avec, que ce soit en réunion, autour du café ou du repas. À distance, finalement, ça les arrange bien de ne plus se rencontrer parce que c'est beaucoup plus facile et confortable d'ignorer l'autre plutôt que de s'expliquer en face à face. Parce que c'est difficile de détester quelqu'un en le regardant dans les yeux. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs la déferlante d'agressivité par réseaux sociaux interposés. Bon. Deuxième constat, le distanciel complique aussi parfois les choses. Nos clients nous disent beaucoup avant, quand un manager devait aborder un sujet délicat avec un collaborateur, il y allait tant bien que mal. Aujourd'hui, souvent, il n'ose même plus y aller parce qu'il se sent plus démuni derrière un écran qu'en face à face. Ou une partie du travail de nos commerciaux consiste à travers différents événements, invitations, etc., à se faire du réseau et à collecter de l'information. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile à faire, ou en tous les cas, ça ne se fera plus de la même manière. Donc, comme le distanciel, on l'a vu, et c'est Isabelle qui le disait, va rester et prendra une part importante dans nos modalités d'échange, de 2 choses une. Soit on subit et on se plaint, soit on accepte d'en faire quelque chose. Or, du point de vue de la relation à distance, elle a une particularité. C'est que les mots prennent toute leur importance, parce que le non-verbal, lui, disparaît dans les sables mouvants du digital. En face à face, le non-verbal, si on sait l'écouter, peut dire plein de choses. En vidéoconférence, beaucoup moins. Au téléphone, quasiment plus. Et par mail ou par chat, plus du tout. D'où l'émergence d'ailleurs des émoticônes qu'on voit fleurir un peu partout, qui sont, de mon point de vue, souvent le symptôme de notre difficulté à dire les choses avec des mots, voire parfois un peu aussi de notre paresse. Donc, en l'absence de non-verbal, il faut donc savoir être plus précis, plus concis, plus direct et plus explicite. Plus il y avait de non-verbal et de sous-entendus possibles, plus on pouvait leur confier une partie de notre talent et de nos sentiments, moins il y en a, plus on doit s'imposer l'explicite. Et ceci tout simplement pour vivre avec efficience et humanité. Et pourtant, on l'est si peu, surtout à l'écrit. On a l'habitude de dire c'est entre les lignes, tu sais. Or, les non-dits sont un poison lent et violent de nos vies professionnelles et personnelles. Donc, sur ce canal d'échange interpersonnel à distance, de mon point de vue, 3 nécessités. 1. Dans un univers qui de fait devient plus distant, il faut savoir être proche. D'ailleurs, les gens le remontent, le ressentent, ce besoin de se rapprocher par les mots, puisqu'ils sont mis à distance par le télétravail. Parce que si le distanciel est un fait, la distance, elle, est un comportement, elle est voulue, et elle fait souvent souffrir. Donc, dans un monde qui devient plus distant, il faut savoir être proche. Dans un monde qui devient plus plat, il faut avoir du relief. Dans un monde qui devient plus froid, il faut savoir être chaleureux. D'où l'importance d'être capable d'avoir du talent dans son comportement verbal. Alors, vous me direz, mais concrètement, on fait comment? Comment se montrer proche dans un univers qui devient plus distant? Pour ça, 2 choses. 1, il faut se simplifier la vie. Et 2, il faut savoir faire quelque chose de ses propres émotions et de celles de l'autre.
Quand un manager dit qu'il trouve difficile d'aborder un sujet délicat à distance, eh bien qu'il commence par le dire. Ça le sera déjà un peu moins. Par exemple, tu sais Virginie, j'ai un sujet délicat à aborder avec toi et c'est encore plus difficile pour moi de le faire à distance. Je vais avoir besoin d'un peu de ton indulgence. Pour oser y aller à distance, sans pouvoir le faire autour du café, en posant la main sur l'épaule de la personne, eh bien, il faut savoir d'abord précisément ce qu'on a envie ou besoin de lui dire. Et puis, il faut remplacer la main sur l'épaule par des mots. Autrement dit, il faut traduire ce que le geste symbolise. Alors, ça peut être, tu sais Virginie, je suis contente de te revoir et de passer ce moment avec toi, ou j'ai de la peine pour toi, selon les circonstances. Or, finalement, on a surtout appris à congeler nos pensées et nos émotions, à ne pas les écouter et encore moins à les dire. Erreur grave. Parce que quelqu'un qui affirme, par exemple, ce que vous me dites là me blesse, non seulement il va montrer son attention, il va aussi libérer sa propre émotion, il va se réaffirmer dans la relation et se donner plus de chances quand même que son interlocuteur ne revienne pas sur le même registre. En distanciel, on perd aussi tout ce qui se disait ou se voyait dans les couloirs, en réunion, au café, à la pause cigarette pour ceux qui fument encore ou à la cantine. Donc il faut, et c'est Sandrine qui l'a dit aussi, il faut dire et aller chercher les choses. Il faut provoquer les occasions d'échange et les rendre productifs du point de vue de la relation. Les rendre productifs du point de vue de la relation, c'est être soi-même le plus explicite possible et amener l'autre à l'être aussi. Par exemple, pour prendre la température ou évaluer le moral des troupes, le manager doit être beaucoup plus rigoureux sur le fait de demander à ses collaborateurs ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent. D'ailleurs, demandez-vous à quelle fréquence vous demandez à vos interlocuteurs comment ils ont trouvé le temps qu'ils passent avec vous. À mon avis, pas assez. Or, un manager qui ne demande pas à son équipe ce qu'elle pense se retrouvera tôt ou tard avec une équipe qui ne pense plus rien. Il faut transformer le non-verbal en verbal, dire à l'autre l'impression qu'il vous donne. Par exemple, Virginie, vu qu'on est à distance, j'ai du mal à juger ta réponse. Dis-moi, s'il te plaît, ce que ça te fait, ce que je viens de te dire. Ou, Virginie, ton silence m'inquiète et sème le doute dans mon esprit. Deuxième nécessité, comment avoir du relief dans un univers qui devient plus plat? Eh bien, pour ça, il faut avoir encore plus d'audace. L'audace étant un mélange à la fois de liberté et de rigueur. Et je vais l'illustrer dans la relation client cette fois-ci. Dans la relation client à distance, parce que de plus en plus ces rendez-vous à distance se multiplient, c'est plus difficile d'accrocher les gens et c'est beaucoup plus facile pour eux de se défaire de vous. Il devient donc encore plus essentiel d'avoir la capacité à donner envie très vite et donc de sortir des comportements conventionnels, parfois déguisés et en tout cas trop souvent ennuyeux. Donc, par exemple, plutôt que de dire à votre prospect que vous voulez faire connaissance et lui présenter vos produits et services, dites-lui donc plutôt la vérité, c'est-à-dire votre désir de le voir devenir votre client. Ou qu'à l'issue de cette première rencontre avec votre prospect, si ce qui compte pour vous, c'est de savoir quelle première impression vous lui avez laissée, eh bien, demandez-le lui, tout simplement. Toujours dans le contexte de la prospection, quel conseiller bancaire ne vous a pas dit qu'il souhaitait faire un point avec vous sur votre situation et vous parler des offres de sa banque, plutôt que vous dire là encore la vérité, c'est-à-dire qu'il souhaite vous montrer à quel point lui et ses collègues sont des gens fiables et de confiance, de sorte qu'il vous donne envie de lui confier tout ou partie de votre argent. Enfin, plutôt que d'écrire par exemple dans un mail de relance, je me permets de vous relancer, avez-vous bien reçu ma proposition? Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Écrivez par exemple, votre silence, monsieur, depuis l'envoi de ma proposition m'inquiète, dites-moi ce que je peux espérer. Troisième nécessité, comment être chaleureux dans un univers qui devient plus froid? Pour changer de registre, je vais l'illustrer dans le contexte de la réunion. Isabelle et Sandrine en ont parlé d'ailleurs. Nos clients nous disent que, outre le fait que les réunions en télétravail s'enchaînent souvent à un rythme infernal tout au long de la journée, mais ça c'est un autre sujet d'organisation, pendant la réunion, on ne fait plus que produire, il n'y a plus rien d'autre. Alors, on a vu qu'il était judicieux de savoir recréer aussi en distanciel des moments dédiés à la convivialité. Mais il faut aussi savoir réinjecter de la chaleur et de l'humanité dans l'échange de la réunion, sans pour autant tomber dans les travers de la perte de temps et de l'inefficacité qu'on a tous connus d'ailleurs en présentiel, on s'en souvient tous. En d'autres termes, il faut savoir produire efficacement en réunion en étant chaleureux et pas faire simplement ou exclusivement l'un ou l'autre. Par exemple, en début de réunion, dites dans quel état d'esprit vous arrivez, puis surtout demandez aux participants dans quel état d'esprit ils arrivent. Pendant la réunion, osez
annoncer vos positions. Osez dire ce que vous pensez ou ce que vous ressentez en fonction de ce qui se partage et ce qui se dit. Si vous avez cette simplicité, les comportements étant contagieux, vous allez favoriser cette même expression chez les autres. Enfin, par exemple, ne quittez pas la réunion sans avoir au préalable demandé aux participants ce qu'ils ont pensé de cette réunion. En conclusion, je dirais que c'était déjà le cas avant, mais c'est encore plus important dans le contexte de la relation distanciée. Professionnaliser l'échange verbal devient une nécessité de premier ordre dans le monde tel qu'il devient. Le talent relationnel aujourd'hui, c'est savoir bien dire pour oser dire plus et savoir donner du sens aux mots qu'on écoute. Parce que la relation doit être inverse. Plus il y a de non-verbal, plus on peut s'autoriser l'implicite. Moins il y en a, plus on doit s'imposer l'explicite. C'est comme ça, et c'est comme ça de plus en plus. Donc, si travailler à distance s'impose aujourd'hui, se conduire autrement doit s'apprendre. Voilà, j'en ai terminé. Merci Virginie. Très compliqué de décongeler nos émotions. Donc, nous allons demander à l'ensemble de nos participants ce qu'ils ont pensé au fur et à mesure de nos interventions. Ça s'apprend, effectivement, et Virginie, tu as bien fait de nous donner cet éclairage. Depuis le télétravail nous impose à changer nos comportements et à exprimer ce qui est explicite. Et effectivement, et donc nous vous recommandons de nous exprimer vos émotions également sur ce chat. Je vais maintenant passer la parole à Pierre Souloumiac, qui est le directeur régional d'Action Logement Service et qui va nous expliquer ce qu'est le corpo working et donc ces nouveaux lieux de télétravail. Pierre, je te laisse la parole et je reviendrai sur les parties questions-réponses ensuite. Merci Georges. Je télécharge la présentation, mais j'ai une fenêtre qui s'affiche. Voilà. Voilà, théoriquement, la présentation est à l'écran. Donc, merci à tous et de ces présentations. Donc, je suis Pierre Souloumiac, je suis directeur régional adjoint, je précise, d'Action Logement pour l'Occitanie et en charge notamment de l'innovation. Et donc, effectivement, je crois qu'il n'y a pas de meilleure introduction que tout ce qui a été dit au cours des interventions successives au point de vue juridique, au point de vue du maintien du lien social, de la qualité de vie au travail. Tous ces facteurs ont été cités et c'est bien l'objet de mon intervention et l'objet d'intervention d'Action Logement sur le sujet. J'y rajouterai deux enjeux qui participent à notre projet et qui ont moins été cité, c'est l'enjeu environnemental et l'enjeu aménagement du territoire. Donc, en deux mots, Action Logement, vous le savez, c'est la gestion de la participation des employeurs à l'effort construction. Donc, notre vocation, c'est de favoriser le lien emploi-logement, donc de favoriser l'emploi en permettant aux salariés d'être bien logés. Et le plus souvent, être bien logé, c'est aussi être logé à proximité de son lieu de travail. Et donc, au fil des années, et notamment depuis 2017, avec l'ordonnance sur le travail qui portait sur le télétravail, nous sommes dit le développement du télétravail va forcément impacter le lien emploi-logement. Si on peut télétravailler 2 jours par semaine, eh bien évidemment, 2 jours par semaine, ça peut influer sur l'endroit où on habite et comment on habite. Et donc, on s'est dit que dans l'avenir et dans la conception de notre métier et de l'accompagnement qu'on apporte aux entreprises dans le logement de leurs salariés, ce facteur télétravail allait intervenir, qu'il fallait qu'on le prenne en compte. Et puis, en même temps, le gouvernement nous a demandé de participer au programme Cœur de Ville. Programme Cœur de Ville, ce sont des villes moyennes qui sont en périphérie des métropoles et qui perdent des habitants, dont les centres-villes dépérissent, les commerces également. Et donc, l'idée d'Action Cœur de Ville, c'est de revitaliser ces villes moyennes. Et donc, Action Logement a été sollicité pour participer à la rénovation, notamment d'immeubles d'habitation dans les centres-villes, des villes moyennes, pour loger des salariés. Alors, on s'est dit, mais
pour loger des salariés en ces villes moyennes, nous, le salarié ne pousse pas de manière spontanée au pied de l'immeuble, il faut trouver de l'activité. Et donc, on s'est dit, peut-être on peut changer de paradigme plutôt que de rapprocher le logement du travail, on va peut-être changer de paradigme en rapprochant le travail, le télétravail du logement, puisqu'on a des pieds d'immeubles qui généralement sont dévoués à des activités commerciales et qu'on peut éventuellement transformer en espace de coworking. Et donc, toute l'idée du corpo working est partie de là. Comment on peut faire pour créer des espaces de coworking dans lesquels les salariés pourront télétravailler. Donc, on s'est intéressé à ce sujet et contrairement à ce qui s'est passé jusqu'ici, notre point de vue, parce que c'est notre ADN, on est le service logement des entreprises du secteur privé, eh bien, au lieu de partir du point de vue du territoire et de la collectivité, comme ça a été fait souvent, il y a énormément d'espaces de coworking, de petits espaces ou d'espaces moyens de coworking qui ont été montés dans de nombreuses petites villes ou villes moyennes autour de la métropole. Et d'où on s'est dit, mais on va partir du point de vue de l'entreprise. Et puis, on va voir quand même ce qui existe et comment ça fonctionne. Et dans ce qui existe et comment ça fonctionne, on a regardé ces espaces de coworking qui existaient déjà pour pas, évidemment, percuter ces projets-là ou être en concurrence avec ces projets-là. Et on s'est aperçu que tout se passe, contrairement à ce qu'on peut penser intuitivement, mais il n'y a pas beaucoup, il y a voire quasiment pas de télétravailleurs. Il y a des travailleurs indépendants, des freelances, des gens qui viennent pour socialiser parce qu'ils travaillent à domicile et ils ont besoin d'un endroit où éventuellement ils peuvent échanger avec d'autres pour combattre les phénomènes d'isolement, etc., qu'on a vu dans la présentation. Mais ce ne sont pas des télétravailleurs d'entreprise, tout simplement parce que il y a pour l'entreprise, et nous l'avons appris des nombreux entretiens que nous avons eus avec nos entreprises adhérentes et notamment les plus importantes de la région, il y a quelques soucis pour mobiliser ces lieux-là parce qu'ils sont tous différents. Comme on l'a dit au début, les conditions de travail ne sont pas équivalentes. Le niveau serviciel de ces lieux peut être très hétérogène. Également, ils sont payants, ces tiers-lieux, et donc le télétravailleur lui-même ne va pas payer pour télétravailler de sa poche, pour télétravailler dans un tiers-lieu, alors qu'il peut le faire gratuitement à domicile. Et donc, pour les entreprises, se pose le sujet de comment je fais pour bénéficier de ces tiers-lieux. Je ne peux pas contracter avec 50 tiers-lieux différents où les conditions de travail doivent être contrôlées à chaque fois. Et puis surtout, ça me fait de multiplicité de contrats, de tarifs. Ça fait également des formules pour réserver les places qui sont compliquées. Donc, du coup, ces tiers-lieux existants, ces espaces de coworking existants, ils sont très peu utilisés par les entreprises pour leurs télétravailleurs. Et donc, on a demandé aux entreprises comment il fallait qu'on fasse pour rendre ces espaces de coworking accessibles aux télétravailleurs. Donc, on a appelé ça le corpo working, puisque l'idée, c'est de co-construire le principe du coworking, de le co-construire avec les salariés, avec les entreprises, avec les collectivités locales et avec les partenaires sociaux, puisque vous savez qu'Action Logement est géré par les partenaires sociaux, donc organisations syndicales et patronales, salariés et patronales. Et donc, du coup, il y a aussi ce sujet du consensus social et du dialogue social qui est important dans notre réflexion. Donc, le corpo working, c'est-à-dire le coworking conçu avec les entreprises pour leurs salariés en télétravail, ce sont des lieux qui sont destinés à une ou plusieurs entreprises, qui concernent les télétravailleurs qui habitent à proximité de ce lieu. Donc, il faut choisir soigneusement le lieu pour le mettre à proximité des bassins de résidence des télétravailleurs. Ça concerne des télétravailleurs, comme on l'a dit tout à l'heure, en moyenne, qui sont 2 jours par semaine en télétravail. Il n'est pas question de faire 5 jours, enfin, il n'est pas question, sauf exception, mais enfin, c'est plutôt conçu pour des gens qui sont en rotation avec le siège. Il faut absolument pour les entreprises qu'il y ait un système de facturation et de réservation et de tarification soient regroupés pour que ça soit facile pour les entreprises et pour que les entreprises puissent avoir un réseau, non pas un seul ou une multiplicité de lieux différents, mais un réseau de lieux homogènes dans leur niveau de service, dans leur qualité servicielle, dans leur configuration compatible avec le droit du travail, etc. Voilà. Et puis que ce soit un lieu où l'appartenance à l'entreprise soit respectée, où le dialogue social soit également respecté. Donc, c'est un réseau homogène répondant à un cahier des charges co-rédigé avec les entreprises qui comporte des bureaux dédiés,
voire des espaces privatisés pour les entreprises, des salles de réunion, des espaces partagés de convivialité ou des open space éventuellement de débordement pour les espaces dédiés qui ne seraient pas assez importants à certains moments de la semaine, et qui comportent évidemment un haut niveau de service avec des équipements sécurisés, des services mutualisés, une amplitude horaire adaptée aux entreprises, accessibilité en transport particulier ou en transport en commun, et on les a voulus en cœur de ville, parce que c'était une des idées de départ, en cœur de ville des villes moyennes pour pouvoir bénéficier de toutes les aménités de ces cœurs de ville, notamment la restauration, les commerces. C'est une offre singulière. C'est une offre singulière qui est très décalée, malgré ce qu'on peut en penser au départ, c'est-à-dire qu'entre les espaces de coworking qui existent aujourd'hui et l'espace de corpo-working tel qu'on le conçoit, il y a vraiment des différences substantielles. La première, je l'ai citée tout à l'heure, notre offre, puisque dans les ateliers de travail que nous avons menés avec les entreprises et les partenaires sociaux, il y avait les partenaires sociaux, que ce soit le MEDEF ou les partenaires sociaux salariés. Donc, notre offre est un fruit de dialogue social interne et une décision partagée entre l'employeur et les représentants des salariés à travers de l'accord d'entreprise. Donc, c'est-à-dire que ces espaces sont prévalidés par les partenaires sociaux. Donc, ça veut dire que déjà, au niveau du dialogue social, c'est un sujet qui est consensuel. Donc, ça, c'est un point important. L'espace de travail est dédié à des salariés d'entreprises éligibles au télétravail. Donc, on peut imaginer qu'il y ait une portion des lieux où on puisse accueillir des travailleurs indépendants, mais c'est majoritairement un lieu de travail, donc c'est-à-dire que c'est un lieu qui ne va pas être compatible avec éventuellement des espaces associatifs ou des espaces culturels, peut-être qui pourront être à proximité, etc. Mais on a vraiment des lieux qui sont dédiés au travail et au travail des télétravailleurs, des entreprises. Pour des questions environnementales, mais également de situer ces lieux à proximité des centres-villes, on a pris un prérequis qui est de dire qu'on va donner une seconde vie à des bâtiments existants. Donc, on réaménage et on crée dans ces bâtiments existants des locaux qui soient compatibles avec tout le cahier des charges des entreprises. Et on met à disposition ces espaces de corpo working à une quinzaine de minutes du lieu de résidence. On estime que pour les salariés, le degré, enfin l'attractivité des lieux doit résider dans ces lieux sont à 15 minutes maximum de leur lieu d'habitation. Et proximité, si possible, des écoles, etc., pour leur permettre d'avoir une réduction substantielle de leur temps de travail. Je ne reviens pas sur les bénéfices entreprises et sur les bénéfices salariés de ce système, qui sont les mêmes que le télétravail à domicile, qui est aujourd'hui la norme à 95%, mais ils sont les mêmes, mais par contre, ça gomme tous les aspects, enfin, une grande partie des aspects négatifs du télétravail à domicile, ou en tout cas des enjeux qu'on a évoqués, juridiques, troubles musculo-squelettiques, isolement, difficultés de communiquer, etc. Et bien là, on est dans des lieux qui permettent d'atténuer ou de gommer complètement ces points-là, tout en conservant les avantages du télétravail à proximité du lieu d'habitation. Et puis pour les entreprises, c'est une façon de fluidifier son immobilier d'entreprise, puisqu'on est sur des formules d'abonnement souples qui leur permettent d'ajuster en fonction des circonstances économiques leur participation à ces lieux, voire de résilier quand il y a un retournement de circonstances économiques comme ceux qu'on a connus. Et donc, il y a une vraie souplesse sur ce sujet-là. Les employeurs, une question, les employeurs peuvent partager les mêmes espaces de corpo working. Tu peux grouper plusieurs employeurs sur le même espace, ou un employeur peut-il réserver pour lui-même des espaces de corpo working? Alors, les espaces de corpo working sont prévus pour mutualiser plusieurs entreprises, mais à l'intérieur d'un espace de corpo working, il peut y avoir un open space de corpo working pour les gens qui sont de passage, et il peut y avoir aussi, on l'a prévu pour pouvoir être du plus privatisé, c'est-à-dire des entreprises de haute technologie qui peuvent avoir un bureau privatisé à accès avec carte magnétique, jusqu'au plus ouvert, où on peut avoir des salariés de diverses entreprises qui peuvent travailler dans un open space. Et donc, on a vraiment, toutes les demandes des entreprises ont été prises en compte, y compris le fait de pouvoir bénéficier d'un haut niveau de qualité de service. On a évoqué tout à l'heure la visio et l'importance d'avoir des visios de bonne qualité. Ces lieux comprendront
des lieux de visio avec des équipements extrêmement compétitifs qui permettront d'avoir ces lieux de… Donc, on a du très privatisé et du partagé. Et les lieux de convivialité, évidemment, sont partagés. Merci Pierre. Donc, au niveau de l'implantation, ce sont des lieux qui seront évidemment, qui visent à diminuer les trajets pendulaires. Donc, je ne vous l'ai pas dit au début, mais Action Logement travaille avec les entreprises, mais on est également extrêmement, enfin, on mène ce projet en partenariat avec la région Occitanie, qui est très en pointe sur le sujet et qui voit des sujets d'aménagement du territoire primordiaux pour la suite, pour la région Occitanie, et également par Villagile et par Toulouse Métropole. Dans le cadre de son projet Villagile, Toulouse Métropole partage avec nous ce projet de mettre des espaces de coworking, de corpo working, en périphérie de la métropole pour diminuer les trajets pendulaires. Hein. Le projet Villagile, c'est décarboner la métropole. Pour décarboner la métropole, il n'y a pas de meilleure mobilité que celle qui ne s'effectue pas. Et donc, du coup, l'idée, c'est d'avoir un réseau qui ceinture la métropole de lieux de corpo working adaptés aux besoins des entreprises et qui permettent de diminuer ces trajets. Pour la localisation, ne prenez pas en compte ce qui est dans cette carte parce que c'est une vision avant qu'on ait les données entreprises pour localiser les sujets. Donc, ce sont des hypothèses, mais qui ne seront pas forcément retenues par la suite. Évidemment, c'est une modélisation en début de projet. Donc, les constats partagés récents, c'est que la crise sanitaire a contribué à développer le télétravail, que ça a mis en exergue les difficultés, je n'y reviens pas, ça a été dit tout à l'heure, que le télétravail s'est majoritairement développé à domicile. Il y a une grande hétérogénéité des conditions de travail. On l'a dit, c'était dit à un moment, le télétravail accentue les disparités sociales. Et ça, c'est un point sur lequel les partenaires sociaux, notamment salariés, sont très attentifs. Le corpo working permet de gommer ce sujet-là, puisque là, on a des lieux qui sont homogènes et qui permettent de donner aux salariés des conditions de travail qui soient homogènes partout autour de la métropole. Donc, le modèle corpo working répond à énormément des enjeux et des sujets un peu sensibles qui ont été cités depuis le début de la réunion. Donc, où en sommes-nous et comment avons-nous travaillé? Donc, l'idée, c'est de produire un cahier des charges co-construit avec les entreprises. Donc, on a eu des ateliers en décembre, des ateliers début janvier, et nous avons une restitution cet après-midi du premier de la version bêta du cahier des charges qui sera présenté aux entreprises qui ont participé. Donc, le cahier des charges est quasiment terminé. Il tient compte de tous les besoins des entreprises et des salariés, mais également des collectivités locales. On confronte ce cahier des charges au projet émergent parce qu'évidemment, il faut que ça s'insère tout à fait harmonieusement avec l'existant et les stratégies des collectivités. Et puis, il y a un point très important qui est le ciblage des zones géographiques et la sélection des projets selon le cahier des charges, mais le ciblage géographique. Donc, le ciblage géographique, c'est vraiment le sujet du moment dans le projet. On a un partenaire qui s'appelle Citica, qui a, avec le commissariat général à l'égalité des territoires, bâti un outil qui s'appelle CityStat. Et CityStat, c'est un outil qui permet de mesurer l'impact de l'implantation d'un espace de corpo working dans un territoire et de mesurer le potentiel de télétravailleurs dans ce territoire. Donc, c'est un outil qui est basé sur des bases de données en open source, des bases INSEE, etc. Et qui avait déjà une forte, une très bonne qualité de diagnostic sur l'implantation et le tiers-lieu. Et nous avons, avec le groupe de travail, et même le groupe de travail élargi, nous avons pris le parti d'intégrer dans cette plateforme, dans cet outil d'aide à la décision, d'intégrer les données réelles des entreprises, en full RGPD évidemment. Et donc, nous avons demandé, notamment aux plus grandes entreprises de la zone de la métropole toulousaine, nous leur avons demandé de nous communiquer de manière anonyme le lieu de résidence et le lieu de travail, et ainsi que 2-3 autres informations supplémentaires, des salariés potentiellement en télétravail. Et donc, nous avons injecté ceci dans la base de données. On a aujourd'hui à peu près 43 000 références déjà enregistrées sur la base, ce qui est une base quand même assez robuste. Et donc, avec tous ces éléments, ça va nous permettre de choisir des lieux où implanter des corpo working. Alors, pour amortir la qualité servicielle, ces corpo working, ils ont une taille minimale d'environ 100 postes de travail. Et implanter un espace de coworking de 100 postes à 20 mètres de Toulouse
tous les exploitants qu'on a consultés nous ont dit, mais aujourd'hui, le modèle n'existe pas. Le modèle économique ne fonctionne pas. Donc, l'idée, c'est qu'on a, avec ce ciblage issu des données d'entreprise, on va sélectionner des lieux où on sait que pour 100 personnes, enfin pour 100 postes de travail, il faut qu'il y ait un vivier à moins de 15 minutes autour du lieu où on va implanter l'espace de coworking. Il faut qu'il y ait, à raison de 2 jours par semaine en moyenne de télétravail, eh bien, il faut qu'il y ait au moins 300 personnes, en considérant que toutes les personnes vont se rendre au tiers-lieu. Il faut qu'il y ait au moins 300 personnes. Et si on considère que toutes les personnes ne vont pas se rendre au tiers-lieu, il faut qu'il y en ait au moins 600 ou 700. Et donc, du coup, on va procéder de la manière suivante pour sélectionner les premiers lieux. Donc, on envisage d'ouvrir 5 lieux aux points cardinaux de Toulouse, ou en tout cas sur les grands espaces, sur les grands axes de déplacement. Ces 5 premiers lieux vont être situés dans des endroits où on aura identifié un nombre potentiel de télétravailleurs suffisant pour assurer à long terme le modèle économique du lieu et assurer également par la même occasion un tarif accessible aux entreprises et supportable pour les entreprises, d'autant plus qu'on va dans des zones où le prix de l'immobilier est moins élevé. Action Logement va investir dans ces lieux avec l'argent des entreprises, de la participation des employeurs en construction. Et donc, l'idée, c'est de vous mettre à disposition, dès 2022, des espaces qui pourront permettre d'exercer le télétravail en gommant la plus grande partie des objections ou des difficultés qui ont été évoquées au cours de la réunion et dont je trouvais qu'elles étaient extrêmement pertinentes et extrêmement bien présentées. Merci Pierre pour cet éclairage hyper intéressant sur le corpo working. Nous arrivons à l'issue de notre webinaire et ce que je vous propose effectivement à l'ensemble des participants, c'est de nous exprimer votre point de vue sur cet éclairage qu'on a pu vous donner ce matin. Pierre, as-tu d'autres points à évoquer ? Non, si ce n'est que par rapport aux personnes qui sont présentes à la réunion, je pense qu'il y en a certaines qu'on a contactées ou d'autres pas, mais en tout cas, on est en pleine phase de plus on aura de données dans la base de données, mieux on choisira les lieux. Et je voulais préciser qu'il y a des entreprises dont on sait qu'elles utiliseront ces lieux dès 2022. Il y en a d'autres qui nous disent, mais moi, je ne participe pas parce que peut-être que je serai prêt, mais dans 2 ans. Mais ce n'est pas grave, vous pouvez participer parce que ça permet pour vous de garder une porte ouverte parce que si ce lieu prend en compte la localisation également de vos télétravailleurs, ça veut dire qu'en 2 ans, le jour où vous voudrez utiliser ces lieux, eh bien ces lieux auront été placés géographiquement en tenant compte également de vos localisations et donc ça veut dire que vous pourrez les utiliser de manière pratique. Donc on fait un appel à participation, appel qui a été relié par le préfet de région, Carole Delga et Jean-Luc Moudin, un courrier envoyé aux 30 plus grosses entreprises de la région dans le cadre du projet Villagile et du projet de la région et de celui d'Action Logement. Merci Pierre. Nous vous laissons quelques temps aux participants pour nous poser vos questions. Tout l'ensemble des intervenants sont encore disponibles, donc on va arriver à l'issue du temps qui nous était imparti. Pour rappel, nous vous envoyons toutes les présentations, effectivement, et vous aurez accès au replay, bien entendu. Et donnez-nous, comme disait Virginie, vos émotions sur votre ressenti et vos bonnes pratiques et le partage des bonnes pratiques. Est-ce qu'un des intervenants souhaite intervenir, justement ? Je ne vois pas trop de questions, donc je vous propose… Oui, Isabelle, tu voulais intervenir ? Oui, non, je seulement remercier également les autres intervenants pour la qualité de leur intervention et dire que le baromètre sur lequel, parce que je vois qu'il y avait une remarque par rapport au baromètre et aux 31% de télétravailleurs en décembre 2020, il a bien été réalisé en décembre 2020. Effectivement, Malakoff Humanis a réalisé plusieurs études, notamment en 2019, mais également en décembre 2020. Voilà. Donc, vous pouvez le retrouver sur le site de Malakoff Humanis. Virginie, un petit point de conclusion. Judith et Sandrine, un petit point de conclusion également pour toutes les trois. Non, moi j'ai trouvé que nos interventions étaient complémentaires, riches et intéressantes. Et on se tient à disposition de tous ceux qui auraient envie de creuser tel ou tel sujet, bien évidemment.
Merci. Julie, c'est Sandrine? Merci beaucoup à tout le monde. Moi, j'invite donc les managers à checker tout ce qu'on a dit tout à l'heure et merci à ce mix d'interventions et de témoignages qui sont très, très complémentaires et riches d'enseignement. Julie? Bon, pareil, tout est dit. Merci à tous. C'était effectivement un bon moment que l'on a partagé du point de vue des participants, j'espère aussi. Je reprends ce que nous disait Julie Pasque sur le chat. Le présentiel nous manque quand même. Donc, je remercie l'ensemble des intervenants. Je vous remercie de la qualité de vos interventions. Et puis, nous espérons avoir répondu à vos attentes et vous retrouver rapidement de manière soit sur webinaire, soit en présentiel. Et merci également à Camille pour la coordination technique et à très bientôt sur une prochaine intervention. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.